Deuxième enjeu, deuxième défi, dans une société, et je l'ai dit tout à l'heure, où la satisfaction pulsionnelle et l'attractivité immédiate l'emportent en permanence sur la quête de précision, de justesse et de vérité, alors l'éducation doit travailler sur le sursis, sur ce qui permet l'émergence de la pensée, l'entrée dans la réflexivité et le nourrissage par la culture. Moi, je ne suis pas un fanatique des neurosciences. Les injonctions de M. Dehaene me paraissent souvent un peu farfelues. En revanche, il y a des neuroscientifiques qui m'ont appris des choses. Je pense en particulier à l'un d'entre eux qui s'appelle Olivier Houdet, qui a l'avantage par rapport à d'autres d'avoir été instituteur, de connaître les enfants et d'avoir travaillé avec eux. Olivier Houdet a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle la fonction d'inhibition. Alors, la fonction d'inhibition, je ne veux pas rentrer dans un trop long développement pour l'expliquer. Comment dire? Alors, on va prendre le dispositif expérimental avec lequel il travaille. Olivier Houdet reprend un vieux test de Piaget, qui est un test dans lequel on demande à un enfant de 7 ans de repérer, on lui donne 2 lignes de jetons, de 10 jetons. Une ligne où les jetons sont très collés les uns à côté des autres, et une ligne de jetons où ils sont séparés les uns des autres. Bon. Et on demande à l'enfant quelle est la ligne où il y a le plus de jetons. Et 9 enfants sur 10, en réalité un peu plus de 9 enfants sur 10, répondent la ligne la plus longue. Il y a plus de jetons puisqu'elle est plus longue. Ce que Olivier Houdet montre d'ailleurs, c'est que quand l'enfant fait ça, en grande partie, il obéit à ce qu'il a appris en classe. Parce qu'il a appris la suite numérique à l'école en regardant un tableau où il y a le chiffre 1 et à côté un hippopotame, le chiffre 2 et à côté 2 gazelles, le chiffre 3 et à côté 3 crocodiles, le chiffre 4 et à côté 4 rhinocéros, etc. Et donc il a observé, parce que l'enfant est très observateur, que plus le chiffre est grand, plus la ligne est longue. Il en déduit donc que plus la ligne est longue, plus le chiffre est grand. Donc s'il y a une ligne qui est plus longue que l'autre, c'est qu'il y a plus de jetons que dans l'autre. Voilà. À 7 ans, plus de 9 enfants sur 10 répondent « c'est dans la ligne la plus longue qu'il y a le plus de jetons ». Il y a un enfant sur 10 qui répond, lui, non pas l'inverse, il n'y en a aucun qui répond l'inverse, il y en a un enfant sur 10 qui répond « je ne sais pas ». Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Cet enfant dit, je vais prendre un jeton de la ligne du haut et le mettre sur le jeton de la ligne du bas. Et il vérifie. Cet enfant-là n'aura pas de problème à l'école. Il n'aura pas de problème à l'école. Alors, ce que fait Olivier Houdet en tant que neuroscientifique, c'est de faire passer ce fameux test de Piaget à des enfants de 7 ans sous IRM cérébral. Alors c'est compliqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont passé des IRM cérébraux, mais vous êtes dans un tube, ça fait beaucoup de bruit, vous va être claustrophobe, vous avez une perfusion dans un bras, et de l'autre côté, vous avez une main qui est bloquée, vous avez un petit système de boutons poussoirs qui vous permet d'appeler au secours ou de répondre oui ou non en fonction de ce qu'on vous dit. Donc on a fait passer le test de Piaget à des enfants de 7 ans sous IRM cérébral. C'est très sécure. Hein? C'est très sécure. C'est très sécure. Alors, il les prépare quand même. Hein. D'abord, on leur fait des IRM en tissu, puis en carton, puis en bois. Enfin, il y a toute une année de préparation. Puis on les habitue à la perfusion, etc., etc. Aux trucs qui brûlent, aux produits qui brûlent, et ainsi de suite. Et puis, malgré tout, à faire quand même des exercices de maths dans ces conditions. Hein. Donc, à répondre en appuyant sur des boutons en fonction de leur rugosité. Et donc, Houdet fait faire ça, et ce qui est très bien dans l'IRM cérébral, c'est qu'on voit en direct ce qui se passe dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les 9 enfants sur 10 qui répondent la ligne la plus longue, c'est le cerveau reptilien qui répond. Et il voit que l'enfant,
toujours 1 sur 10 à peu près, qui dit « je sais pas », c'est un enfant dont le cortex frontal, alors le cortex frontal c'est la partie qui est apparue la plus récemment dans le cerveau humain de l'Homo sapiens sapiens, c'est la partie la plus importante qui contrôle le cerveau. Il voit que chez l'enfant qui dit « je ne sais pas », le cortex frontal inhibe la réponse immédiate. C'est-à-dire qu'il y a cette fonction d'inhibition qui bloque ce qui vient spontanément et qui permet de passer du réflexe à la réflexivité. Le réflexe, c'est l'instantanéité de la réponse. La réflexivité, c'est le fait de réfléchir en ne se laissant pas complètement porter par l'immédiateté de ce que l'on a envie de répondre. Alors évidemment, on le voit très bien sur les images. Ce qui serait idéal, je ne vous fais pas dire, hein, c'est que nous ayons dans nos classes, ou dans nos familles, ou partout, des espèces de systèmes avec des petits IRM cérébraux peu invasifs, et puis que nous ayons la possibilité, en appuyant sur des boutons, de déclencher le cortex frontal de nos élèves, quand ils sont trop dans l'immédiateté de la réponse. On peut imaginer des systèmes comme celui-là. Ce ne serait pas réellement des systèmes éducatifs, on serait plutôt dans le dressage, hein, dans les chiens de Pavlov. Il n'empêche que ce que valident les neurosciences ici et le travail de Houdet est très clair. C'est que l'intelligence, c'est le sursis. L'intelligence, c'est le refus de l'immédiateté. C'est la construction de la temporalité. Et c'est pendant cette temporalité la réflexivité qui se nourrit de toute une série de rencontres, d'expériences, etc., etc. Et quand Houdet nous dit cela, quand il écrit « Penser, c'est résister à l'immédiateté », il ne fait que confirmer ce qu'un pédagogue, Janusz Korczak, avait particulièrement bien pressenti et expliqué. Alors Korczak, vous connaissez peut-être Korczak, un pédagogue, un grand monsieur Korczak, hein, médecin, juif polonais, qui, après la guerre de 14-18, fonde des orphelinats pour les enfants qui ont été abandonnés après la guerre de 14-18 parce que leurs parents sont morts, et qui se trouvent face à des enfants violents, qui passent à l'acte, et qui sont dans une forme d'agressivité permanente les uns envers les autres. Korczak qui essaye, face à ces enfants violents, de leur dire « Non, non, il ne faut pas se battre, il faut parler plutôt que se battre. » Sauf que ça ne marche pas très bien. Jusqu'au jour où il a une idée qui est une idée de génie au plan pédagogique. Puisqu'il dit à ses enfants, à partir d'aujourd'hui, chacun pourra taper sur n'importe qui, n'importe quand, autant qu'il voudra. À une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Condition difficile à remplir, mais quand chaque dit, j'y tiens. Hein. Donc je vais installer une boîte des bagarres. Si vous voulez vous battre, il faut prévenir 24 heures à l'avance et écrire une lettre. Alors il y en a qui disent, mais monsieur, je ne sais pas écrire. Alors quand tu écris, c'est pas grave ça. D'abord, on peut vous aider à écrire, à apprendre à écrire. Mais bon, en attendant, moi je vais faire scribe. Donc vous allez venir là et puis vous allez me dicter votre lettre. Donc toi, Jean, tu veux... Alors dis-moi, je veux taper sur Mathieu demain parce que... Il y a un certain nombre de lettres qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce que quand la colère tombe et qu'il faut expliciter les raisons de la violence, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais il y en a qui vont jusqu'au bout quand même. Et Korczak, qu'est-ce qu'il fait le soir ? Il récupère un certain nombre de lettres dans la boîte des bagarres, il les anonyme, et il les lit aux enfants. Et il leur dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Il fait un petit atelier philo. Qu'est-ce qu'il remarque ? Qu'en général, ce sont ceux qui ont écrit les lettres qui sont les plus sévères. Ce qui est normal, puisque eux les connaissent. Donc ils ont eu le temps d'y réfléchir. Les autres les découvrent. Hein. Et puis il remarque aussi qu'ils se mettent à débattre, ces enfants. Il ne va pas faire de leçons de morale.
il va simplement les faire débattre. Et puis ensuite, Kortchak va leur lire des livres, parce que Kortchak est un auteur de littérature de jeunesse, qui écrit des livres superbes, La gloire de roi Mathias, etc. Il va leur faire de la lecture de ces livres-là, où il est question de violence. Et puis, il va s'arrêter là. Il ne dit rien du type « c'est pas permis de vous battre » ou « je vous punirai si vous vous battrez ». Il donne la possibilité de réfléchir avant d'agir, et pendant ce temps, il nourrit par la culture. Sursis à l'acte. Nourrissage par la culture. Kortchak explique, il dit « je n'ai pas dit aux enfants vous pouvez vous battre », parce que si je leur dis ça, d'une certaine manière, je les laisse victimes de leur corps primaire et de leur violence pulsionnelle. Mais je ne leur dis pas non plus, je vous interdis simplement de vous battre, parce que si je fais ça, je fais quoi? Je vais faire en sorte qu'ils vont se battre quand j'ai le dos tourné, tout simplement. Donc si je veux les aider et les faire progresser, se dépasser, on revient toujours à ce verbe, il faut que je leur donne la possibilité de réfléchir eux-mêmes à leurs actes. Et d'y réfléchir en se nourrissant d'échanges et de tous les échanges possibles et imaginables. Alors nous le savons, ça, aujourd'hui, nous le savons parce que les pédagogues l'ont exploré, parce que les neuroscientifiques l'ont validé. Nous savons que l'intelligence naît du sursis, nous savons que la compréhension naît de la recherche, nous savons que l'enfant grandit quand il est en quête, en deux mots, et quand il enquête en un mot. Parce que c'est là qu'il va être capable de découvrir l'exigence de précision, de justesse et de vérité. C'est là qu'il va progressivement rentrer dans ce qui lui permettra de grandir lui-même et de se dépasser.